Bienvenue dans le podcast captivant « Ceci n'est pas du coaching ». Ici votre animateur François Deschamps. On explore ensemble la liaison fascinante entre la science cognitive et le développement professionnel dans le monde des affaires. Avec une approche unique et éclairée, ce podcast vous amène dans un voyage passionnant à la découverte de votre voie unique en affaires. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Ceci n'est pas du coaching ». Donc, c'est un plaisir de vous accueillir. Vous avez très certainement eu l'occasion de voir la nouvelle version, la version de la saison 3. Donc, nous sommes en audio-vidéo maintenant. Et c'est un plaisir pour moi d'accueillir des invités, des hommes et des femmes qui se démarquent par leurs compétences, par leur champ d'activité et qui sont actifs dans le domaine de l'entrepreneuriat ou encore qui inspirent le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, ce podcast est pour vous. Vous êtes gestionnaire, vous êtes entrepreneur, vous êtes propriétaire d'entreprise, vous cherchez à vous réinventer, à vous renouveler, à vous inspirer, particulièrement dans des moments où on vit des périodes d'incertitude économique puis contexte géopolitique. Donc, c'est un bel endroit ici pour être en mesure de venir puiser ce que vous avez besoin et ce que vous recherchez. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un invité vraiment qui a un parcours impressionnant. Du moins pour moi. Pour lui, apparemment que son parcours peut être, je dirais pas banal, mais régulier. Mais pour moi, c'est un parcours vraiment impressionnant. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charles Pouillotte. Charles qui est directeur régional à la CDRQ. Donc, c'est la Coopérative de développement régional de Québec. Plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du secteur privé, Charles a géré des programmes financés par plusieurs donateurs et dirigé des entreprises agribusiness. Puis on va en parler tantôt de l'agribusiness. Donc, son parcours, comme je le mentionnais, est impressionnant. Il a fait plus de 20 pays dans le monde où il a aidé, accompagné des entreprises coopératives à améliorer leur production, à faciliter le financement. Il a été beaucoup dans l'innovation, dans les partenariats durables, puis il a également piloté des projets qui sont vraiment exclusifs. Donc, dans cet épisode, nous allons explorer le parcours de vie de Charles, son parcours de vie personnel, son parcours de vie professionnel, et je vais le bombarder de questions pour votre bénéfice et le mien également. Donc, bonjour Charles Pouillotte et bienvenue dans ce podcast. Bonjour François, puis merci de l'invitation. C'est tout un honneur aussi d'être invité à ton podcast. Merci. C'est bon, c'est un honneur, puis un privilège aussi pour nous. OK? Parce que bon, on parlait hors d'onde tantôt, puis tu disais que ton parcours était correct, hein? OK, mais tu sais, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as parcouru, puis qu'on va partager à l'intérieur du podcast, là, je pense que les gens vont être en mesure de voir et d'entendre aussi ce que tu as pu produire. Donc, tu sais, je vais te poser une première question, là, c'est Charles Pouillotte, là, il vient d'où? Puis qu'est-ce qui explique là, sa fibre entrepreneuriale? Parce que c'est une fibre entrepreneuriale qui est très présente, on va le découvrir durant le podcast. Mais tu viens d'où? Tu es natif de quel coin? OK? Puis y avait-tu des entrepreneurs dans ta famille ou quelles sont les personnes dans ta famille immédiate qui sont venues nourrir ce goût-là, là, je dirais, de l'aventure, de l'entrepreneuriat, puis de la coopération aussi? Ben d'abord, je viens en fait, côté paternel, c'est la Beauce, à Saint-Odilon-de-Cramborne. C'est les Pouillottes dans le 4, comme on dit là-bas. Mon père était le seul qui est justement pas devenu agriculteur ou entrepreneur, et puis qui est décédé malheureusement. Et puis, ben voilà, il y a quand même des bonnes entreprises du côté paternel. Entre autres, j'ai un cousin qui est propriétaire de l'Imaginaire, la boutique L'Imaginaire à Québec, Benoît Doyon. Son frère a eu aussi Vision Rock. Et puis, ben, j'ai des oncles, mais là, c'est mes cousins. En fait, c'est même les enfants de mes cousins qui prennent la relève. On avance aussi en âge tranquillement. La plus grosse ferme, ils ont quoi? Ils ont 450 têtes en lactation. C'est quand même gros. Là. On parle de plus de 400 kilos au jour au niveau du quota. Fait que ça fait des bonnes productions, plus les autres qui sont un peu plus petits, mais c'est quand même des grosses fermes aussi. Alors, oui, il y a quand même une certaine fibre entrepreneuriale, je dirais. Ouais, la fibre beauceronne. Oui, un peu. Puis, y a-tu quelqu'un en particulier dans ta famille qui t'a marqué un peu plus, qui t'a inspiré un peu plus?
Ah ben mon Dieu, c'est globalement, en fait, quand j'étais jeune, adolescent ou même à la fin de la petite enfance, j'allais travailler chez mes oncles à la ferme durant les étés. Fait qu'on c'était autant les travaux à la ferme que d'aller couper du bois, parce que j'avais un oncle aussi qui faisait de la coupe de bois pour le papier à l'époque. Et puis, bref, c'était des gros travaux. Là. On se lève très, très tôt. C'était... Mais ça m'a toujours resté, là, cette fibre, pas juste... disons, travaillante ou entrepreneuriale, mais d'aller de l'avant, puis let's go, on y va, puis on fait des bonnes journées de travail, quoi. Oui, puis est-ce que ce que tu as vécu, l'enfance, là, puis ce qui t'a amené aussi à tes études supérieures, est-ce que ça a conditionné les choix que tu as faits au niveau de tes études? Ben, je dirais en partie, il y a eu en développement international, c'est quand même, je viens de deux familles, là, disons, très à l'origine catholique ou pratiquante, comme ça se disait à l'époque. Fait que j'ai grandi là-dedans. Ça m'a peut-être un peu inspiré là, l'esprit je vais dire le mot, mais c'était pas la motivation quand même, mais l'esprit missionnaire ou d'aller à la découverte aussi là, d'aventures en parallèle. Et puis... mais c'est ça, mais c'est le côté entrepreneurial a toujours été présent de voir des opportunités justement là où le monde en général ne les voit pas, quoi. Pour moi, c'est ça le fondement même de l'entrepreneuriat. Puis, qu'est-ce qui t'a poussé de te rendre vers le développement là, comme ça au niveau international? Parce que bon, tu as fait plus de 20 pays, je le mentionnais tantôt, mais bon, là, tu as fait tes études, tu as sorti des études. Est-ce que tu as commencé tout de suite d'aller vers le développement international ou il y a eu une période de transition? Ben, après mon bac en agronomie, en fait, durant mon bac en agronomie, j'avais démarré une petite entreprise, je pourrais y revenir, mais pour répondre à ta question, c'est dès que j'ai fini, j'ai pris un contrat là, au niveau... c'était au Népal à l'époque, 2 ans, avec le CECI, le CECI, là, qui est à Montréal, qui est toujours existant, pour un mandat de 2 ans comme coopérant volontaire au Népal. Ça fait que ça a été tout de suite après le bac, quoi. OK. Mais je me pose la question, comment c'est venu chez toi? C'est comme naturel? C'est-tu une inspiration? T'avais-tu vu un modèle de référence? T'avais-tu quelqu'un, une personne ou une entreprise qui t'a inspiré? Ou encore, c'était dans tes gènes puis c'est arrivé comme ça? Ben, dans mes gènes, peut-être. Là, je pourrais pas répondre à la question. On fait un test d'ADN. C'est sûr qu'il y a tout le temps eu un petit côté un peu aventureux ou de découverte là, en parallèle, là, qui est peut-être plus personnel, d'attirance vers les gens aussi. J'ai tout le temps aimé, comment dire, j'étais le type de jeune, des fois, je sais pas, on avait des commandites à aller chercher pour des activités à l'école, et puis j'étais tout le temps celui qui ramenait le plus d'argent dans la cagnotte pour le groupe, parce que j'allais de l'avant, parce que j'allais cogner à des portes. Ça m'a jamais gêné, quoi. Je me dis, l'idée, c'est de faire l'activité, fait que pour ça, il faut faire telle chose. Fait que let's go, on y va. Tu te sentais imprégné d'une mission. Si on veut, par rapport justement à l'aspect... pour répondre à ça, d'où ça vient, comme je disais, bon, le fait de venir de 2 familles catholiques à l'époque, là, j'ai peut-être été imbibé par ça aussi. Ouais. Le fait de vouloir un peu, j'aime pas le terme aider, là, parce qu'on n'aide pas, on contribue plus. Puis je me suis toujours dit, puis ça, jusqu'à tout dernièrement, quand j'étais au Rwanda, il y a toujours des petits Mozart qui se cachent dans le fin fond de partout sur la planète qui n'ont pas la chance nécessairement de fleurir, de to bloom, comme on dit en anglais. Moi, j'ai eu cette chance-là, puis c'est un petit peu ça qui m'a drivé, justement, d'aller essayer d'apporter cette opportunité-là à d'autres, quoi, pour que justement l'humanité puisse en profiter. Là. Ça a tout le temps été un peu je dirais mon fondement, le fondement du fondement, quoi. Et là, tantôt, tu mentionnais que, bon, tu es allé à l'étranger tout de suite en terminant tes études, un premier mandat, 2 ans au Népal, puis tu as glissé aussi que tu avais eu ta propre entreprise. Donc, ta propre entreprise, c'est arrivé quand dans ton parcours? C'est arrivé comme emploi d'été à l'époque. C'était, le bac en agronomie pour être agronome, c'est 4 ans, là, comme en génie, c'est le même niveau. Fait que pendant... 5 étés, en fait, parce que je l'ai démarré avant. C'est un service d'arbres, en fait, un traitement des arbres et pelouses. On est en 88 à 92. J'ai mis ça avec une connotation biologique, écologique. C'était le premier service d'arbres avec l'application d'engrais sur les pelouses écologiques, littéralement, dans la province. J'en étais un peu fier. Même mon papier
Même les factures, je les faisais imprimer sur du papier recyclé à l'époque, là, qui me coûtait 3-4 fois plus cher. L'imprimeur me trouvait fou, mais moi, je trouvais que ça allait avec toute l'offre de service que je voulais faire, quoi, pour se démarquer. Okay. Et puis, j'ai fait ça pendant 4-5 étés, puis ça a été payant, vraiment. Ça a été une belle business. J'ai vendu ça par après. Tout le monde m'a trouvé un peu fou d'aller m'en aller comme coopérant volontaire, alors que j'avais toujours des sous plein les poches les étés, puis même que je voyageais un peu à travers ça. Mais non, ça a été je suis toujours content de ma décision. T'as pas eu de regret de vendre? Non. Puisque je me suis dit, si j'étais capable de partir à 20 ans, je serais capable à 30, à 40 ou 50. C'est pas un problème. T'avais d'autres choses à vivre. C'est ce que je me suis dit. La vie, ça va vite, puis d'ailleurs. Oui, ça va très vite. Ça va très vite. Oui. Dis-moi, t'as fait plus de 20 pays dans le monde. Donc t'as rayonné à l'international. Qu'est-ce que ça t'a apporté, que ça t'a appris comme humain? Tous ces voyages-là, puis toutes ces expériences-là, là, à l'intérieur de pays qui sont complètement différents de culture, de mœurs là, que ce qu'on vit ici au Québec, au Canada. Ça a apporté énormément de choses. La question est excellente, mais en même temps, elle est large. Je pourrais en parler pendant des heures. Le Népal a été marquant. Là. C'est le seul séjour que j'ai vraiment fait en fait, j'ai tout le temps complété les termes, mais que je suis pas revenu ici à la maison, au Canada. J'ai fait les 2 ans sans revenir. Fait que ça a été vraiment marquant. Puis j'étais littéralement en brousse. Petite parenthèse, de Katmandou, c'était 14 heures de véhicule. Après ça, il fallait faire 2 jours de marche. Il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante. C'était rock'n'roll, comme on dit, mais c'était pas facile, mais j'ai adoré ça. Ça a été... il y a eu une connexion avec les gens. C'est souvent cette connexion-là que j'ai toujours recherché d'aller chercher, justement, là, des moments privilégiés avec les communautés. Le fait de travailler en agriculture, bon, on est beaucoup plus éloigné justement des villes. On est en campagne. Fait que là, moi, j'avais ça, c'est la vraie vie. Là, c'est le vrai monde. C'est avec des réalités quand même assez difficiles. Là. J'ai vu des choses là, que quand même pas faciles. Là. Encore, là, je peux en parler pendant des heures. Oui. Donc, il y a l'approche humaine, mais sur le plan personnel, OK, ça a contribué à quoi chez toi comme développement de connaissances ou d'acquisition de connaissances sur l'humanité? Parce que, écoute, tu as pratiquement fait le tour du monde. Là. Quand même. C'est une certaine ouverture, je dirais. Puis c'est comme si tu réalises que tu essaies d'être ouvert, mais en même temps, il y a toujours encore de l'ouverture à avoir, à aller chercher sur les autres, sur toi-même aussi en même temps. Ça te confronte aussi à une certaine... Bon, à l'époque, là, j'étais seul, fait qu'il y a eu une certaine solitude aussi, mais en même temps, ça va te chercher dans tous les sens, quoi. Ouais. Autant au niveau de connexion avec les autres que toi-même dans ton fond, dans ton tréfond, quoi. Parlant de ton tréfond... Bon, je me suis... Là, t'as dit un mot de trop. Parlant de ton tréfond, OK? Parce que là, c'est sûr que ça nous amène à expérimenter la vie, mais on expérimente sur soi-même. Oui, tout à fait. Ça a été quoi ton plus grand défi là-dedans? C'est un défi, je dirais, de plonger en soi-même, puis en même temps de voir... je dirais, on prend des fois toute une vie pour plonger en soi-même. Mais j'ai eu ces opportunités-là de le faire, puis de remonter aussi, entre guillemets, à travers des événements. Je pense, entre autres, au Népal, là, qui était la première expérience, que c'était assez particulier, puis très entier. Il y a des moments que je vivais là-bas, on avait à chaque pleine lune, il y avait des fêtes de nuit qui appelaient des Night Bazaars. J'ai appris le népalais, soit dit en passant aussi. Là, je travaillais en anglais, en népalais. Et puis, on partait sur des hauts de montagne, parce qu'il y a toujours des hauts de montagne quelque part là, au Népal. Il y a toujours un point plus haut. Et puis là, les gens faisaient de la musique et puis de la danse avec des vêtements traditionnels. Puis là, j'étais le seul, comment on peut dire, le seul expatrié blanc ou non népalais, disons. Et puis... écoute, des fois, littéralement, je me pinçais pour me dire, j'avais l'impression d'être il y a 2-3 000 ans dans un moment
uniques que j'ai pas pu partager avec personne d'autre. D'ailleurs, j'ai essayé de le faire avec des amis qui sont venus me visiter, puis bon, il n'y avait pas de pleine lune, il n'y avait pas de night buzzer. Mais tout ça pour dire, ça a été des moments grandioses là, avec les gens là-bas. Bon, j'avais une famille, j'ai fait une relation de sang avec une famille là-bas, les Tamang, qui sont les mêmes familles que les Sherpas. Et puis, écoute, sincèrement, j'ai pas vu aussi grande générosité humaine. Ah oui. Les gens ont rien, mais ils te donnent tout ce qu'ils ont. Puis c'est des moments... c'est là que tu vois que il y a une humanité partout, puis que, je veux dire, faut la considérer, puis c'est ça qui fait que tu peux aller chercher le meilleur des personnes, quoi. Ouais. Je peux comprendre. J'ai fait un voyage il y a quelques années. J'étais allé en Écosse, puis je sais pas si tu en as parlé. J'étais allé dans le nord de l'Écosse, dans les Orcades. Hein? Puis les Orcades en Écosse, c'est l'endroit où on retrouve la plus vieille, la plus ancienne présence humaine en Europe. Puis les fameuses pierres debout, là, les standing stones, là, puis mon hébergement était juste à côté, je pouvais y aller à pied. Puis il y avait un soir de pleine lune comme ça, puis je reviens à ce que tu dis, il y avait un soir de pleine lune comme ça, puis je suis allé sur le site, là, puis là, je sais pas l'énergie qu'il y avait là-dedans, puis je me suis comme retrouvé à 7500 ans avant, là, sur le site, là, puis c'est spécial ce que tu peux ressentir. Puis j'imagine avec des personnes qui sont là en plus, qui partagent leur vécu, ça devait être vraiment très sensoriel. Très sensoriel. Très, oui. Très sensoriel. Très, très. Hey, dis-moi, comment t'es passé du développement international? OK, puis là, aujourd'hui, on est à la CRDQ, donc à l'intérieur d'une coopérative de développement régional. Puis comment ça s'est passé, puis comment s'est faite cette transition-là? Ben écoute, les projets de développement que j'ai faits étaient souvent, c'est de la coopération comme telle. Puis il y en a certains, c'était littéralement des projets coopératifs là, au niveau de la structure entrepreneuriale coopérative, que ce soit des mutuelles de crédit ou des entreprises coopératives, justement, où les membres décident des orientations de l'entreprise. Fait que c'est ça le lien avec mon retour, là, mon récent retour du Rwanda il y a 1 an et demi, là, que, en fait, il y a eu une opportunité une porte qui s'est ouverte, et puis, je dis, coopérative, pour moi, c'est comme un poisson dans l'eau, façon de parler. Puis bon, ça a bien fité, puis bon, ça va toujours bien d'ailleurs. T'es dans ton élément. Oui, puis ça me permet justement il y a toutes sortes de groupes d'entrepreneurs là, qui veulent démarrer des coopératives, et puis c'est toujours intéressant aussi. Moi, je fais des parallèles avec l'international, là, sans que ce soit péjoratif, mais on vit sur la même planète, puis c'est les mêmes réalités à quelque part, là, les mêmes réalités humaines, foncièrement parlant. Puis, je reviens à ton parcours à l'international. Comment ton parcours à l'international est venu t'imprégner dans ce que tu fais aujourd'hui avec la CRDQ et d'accompagner des leaders dans les décisions qu'ils ont à prendre, puis dans les choix et les directions qu'ils ont à mettre en place aussi à l'intérieur de leurs opérations? En fait, tu développes avec le temps certaines habiletés à les faire parler, à les faire pousser sur leur projet, à les faire se questionner. Des fois, mes questions peuvent être un peu dures. Bon, on ramène toujours ça aussi à l'aspect monétaire parce que c'est, comme on dit, money talks. Là, c'est toujours, au final, c'est ça qui tranche souvent des questions. Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit l'aspect majeur non plus. Quand on a un projet entrepreneurial, c'est, comme j'ai toujours dit, des sous, il y en a toujours à quelque part. Il faut juste être capable de cogner à la bonne porte pour les avoir. Fait que c'est... non, je pense que c'est plus de les faire cheminer dans leur projet, quoi, comme tel, quoi. Leur faire se poser les bonnes questions. Puis je reviens sur tes expériences. Là. Dans tes expériences à l'international, quels sont les points de repère pour toi là, qui te servent et qui peuvent faire une différence là, dans ton rôle à la CRDQ avec les entrepreneurs? Y a-tu un élément en particulier que tu dis, écoute, ça, là, ça me sert beaucoup, puis ça me permet de pouvoir accompagner, là, aider, là, je suis comme toi, là, je pense qu'accompagner là, les entrepreneurs à faire des choix plus judicieux, puis à pouvoir progresser, parce que, tu sais, quand on est dans un domaine d'entrepreneuriat, il y a la gestion du risque, puis il y a toujours le syndrome de l'imposteur qui apparaît à un moment donné pour dire, écoute, je suis capable, vas-tu y arriver, là? Donc, dans ton vécu, dans tes observations, y a-t-il un élément en particulier que tu dis, ça, là, ça sert vraiment dans ce que je fais aujourd'hui?
je dirais d'amener les gens à se poser les questions. Comment je peux dire? De ne pas leur donner la réponse, quoi. Okay. Fait que dans ce temps-là, c'est plus solide au final. Fait que c'est un peu la même chose à l'international aussi. Là. C'est de les faire j'aime pas le mot, là, ça fait un peu... pas cheminer, mais de les faire avancer, mais par eux-mêmes, quoi. Ouais. Et non en leur donnant la réponse tout cuite, quoi. T'as une posture de coach. Peut-être, là, j'ai jamais été... C'est une posture de coach, mais je le sais. Oui, j'imagine, ouais. Posture de coach, parce que quand on est dans le mentorat, ben, le mentorat, c'est que tu vas avoir une personne qui a une expérience dans un champ de domaine et il va profiter de son expérience pour accompagner les personnes et il va, je dirais pas dicter les réponses, mais il va accompagner parce que bon, il y a l'expertise. Tandis que le coach, lui, même s'il a l'expertise, il va emmener par les questions justement la personne à cheminer, à progresser pour développer une forme d'autonomie et d'indépendance, puis de trouver par soi-même des méthodes, des processus à mettre en place, puis innover par lui-même sans nécessairement avoir besoin nécessairement tout le temps de ressources à l'extérieur. Donc, tu as une posture de coach. Bon. Il te reste à aller chercher une accréditation. Mais pour répondre à ta question puis prendre un mot, je dirais, c'est peut-être un peu cliché ce que je veux dire, mais la diplomatie. Ouais. On pense souvent à la diplomatie internationale, mais même chez nous aussi, d'être diplomate, c'est dans le sens c'est d'amener les gens sur un terrain qu'ils n'auraient peut-être pas pensé, mais que petit à petit, toi, tu les amènes. C'est ça qui fait avancer les choses. Puis j'ai tellement d'exemples que je pourrais donner. Autre question pour toi, parce que dans ton rôle, bien entendu, la CRDQ, donc, pourquoi le modèle coopératif, selon toi, est-il si pertinent dans un contexte économique comme celui que l'on vit actuellement? Bien, écoute, une coopérative, par définition, c'est un groupe de personnes, au minimum 5, qui se mettent ensemble et qui ont un besoin de répondre justement à créer un besoin ou un produit. Un service, je veux dire, pas un besoin, un service ou un produit pour le mettre en place ensemble, quoi. D'une part. Puis d'autre part, ben, c'est l'aspect aussi de partager les risques. Démarrer une entreprise, souvent, bon, c'est une personne tout seule qui le fait, là, plus souvent qu'autrement. Les gens ont un concept, puis bon, ils voient une opportunité, puis ils se lancent dedans. Mais là, le fait de le faire en groupe, ben, le risque est partagé. Puis c'est pas tout sur tes épaules, c'est avec d'autres. Ça peut, à mon avis, en tout cas, je pense que les nouvelles générations aiment aussi le fait de coopérer ensemble, de se sentir utile aussi en groupe. Je suis pas psychiatre ou psychologue, là, c'est pas mon domaine, mais les nouvelles générations ont l'air plus, disons, consensuelles là-dessus, là, justement, de travailler en groupe, d'avoir aussi un respect mutuel, tu sais, le fait d'avoir une vision commune, quoi. Ouais. Puis par le fait même, ça amène, ça peut amener quelque chose qui colle plus à des réalités actuelles, quoi. Tu me diras si je suis à côté de la traque, là, mais est-ce que le fait, par exemple, d'avoir été à l'international, puis ce que j'entends Charles, puis j'entends un humaniste, OK? Je serais surpris que tu sois pas et que tu te définisses pas comme un humaniste. Donc, on parle de solidarité internationale. Donc, est-ce que cet aspect-là, c'est ce que tu retrouves et ce que tu intègres à l'intérieur de tes activités dans ton rôle, donc une solidarité au niveau de l'entrepreneuriat? Oui, à quelque part. Là. Je pense que c'est le bon terme que tu dis, que j'avais pas... Mais effectivement, c'est une solidarité. C'est un aspect de c'est pas l'esprit de groupe, mais je veux dire, le fait de réussir de quoi avec d'autres personnes, quoi. Contribuer, collaborer. C'est ça. Ouais, c'est ça le fondement même de la coopération. Puis je pense que c'est... on voit qu'est-ce qui se passe présentement avec nos voisins du Sud qui veulent un peu s'isoler, alors que la création de richesses qu'on a eue les dernières décennies s'est faite justement en travaillant avec d'autres. Oui, il y a toujours quelqu'un qui essaie toujours de tirer la couverture de son bord un peu plus, mais somme toute, l'équation est positive, puis on en profite tous aussi, puis eux aussi en profitent. C'est ça qui fait que l'humanité, puis il y a des indicateurs qui ont été démontrés que, bon, les gens vivent plus longtemps, la santé est meilleure, on vit mieux que des rois
il y a 500 ans. Fait que c'est quand même des indicateurs probants. Là. À un moment donné, on ne peut pas mettre ça au vidange. Là. Non. Ça parle. Non, c'est tout à fait. Fait que l'aspect de travailler ensemble pour que les autres aussi, il y ait une solidarité, bien, tout le monde en bénéficie au final. Quoi. Ouais. Toujours dans le mouvement coopératif, tu sais, il y a des mythes. On a tous entendu après l'histoire du bonhomme se perd. Là. Donc, il y a des mythes dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité, mais quels sont les principaux mythes que tu as vus, que tu as entendus concernant le domaine de la coopération? De la coopération internationale ou la coopération? La coopération, vraiment dans ton rôle, ce que tu fais coopérative. Des mythes, je veux pas aller sur une piste qui n'est pas la mienne, mais je pense que c'est mal connu. Au Québec, je pense que les gens connaissent beaucoup Desjardins. C'est comme la coopérative. Oui. C'est une coopérative financière. C'est devenu quand même très gros aussi. C'est un beau succès. Puis je pense qu'on doit des grosses fleurs à Alphonse Desjardins et Dorimène aussi, les deux. Oui. Mais il y a peut-être un certain préjugé que des coopératives, c'est quelque chose qui se colle des fois aux OBNL ou que ça ne fait pas d'argent. Pourtant, Desjardins en fait. Là. Il ristourne souvent. Oui. C'est peut-être vu comme ça. Puis souvent, là, je viens avec quelque chose qu'on va probablement parler plus tard, mais au niveau justement de la reprise collective, ce qu'on appelle en fait le reprenariat, quoi, mais à travers une coopérative de travailleurs, une coopérative de fournisseurs ou une coopérative de travailleurs actionnaires en partie. Je pourrais en parler un peu plus tard. Il y a peut-être des préjugés que c'est peut-être vu un peu comme peut-être, je sais pas, je vais prendre le mot granola ou un peu fleur bleue, que c'est au BNL, mais il y a plein d'entreprises coopératives qui sont des business comme n'importe quelle entreprise privée. D'ailleurs, ça a été démontré, les entreprises coopératives ont une durée de vie 2 fois plus longue que les entreprises privées de façon générale. Ça aussi, il y a des données là-dessus, pour différentes raisons. Là, mais non, effectivement, il y a certains préjugés. Puis c'est peut-être parce que les coopératives, les entrepreneurs qui sont dans les coopératives, les membres, ont peut-être cet aspect-là un peu plus... peut-être une certaine humilité qu'il y a peut-être moins dans le privé. Fait qu'ils sont moins frontline, comme on dit, ils se mettent moins sur le front pour... Mais bon, au même titre que tu as des entrepreneurs privés qui sont moins performants aussi que d'autres. Là. Oui, c'est dans tout. Puis c'est d'avoir un modèle qui puisse nous représenter. Donc, tu sais, à quelque part, j'ai une posture qui est très entrepreneuriale, une posture où je me sens bien, je me sens mieux à travailler tout seul, puis que j'ai la capacité de le faire, mais bon, de développer mon propre business, aussi. Ça peut être un bon modèle. Tout à fait. Mais dans le modèle coopératif, c'est que il y a des gens qui unissent le talent, le compétence et qui jumelés ensemble, ça peut être très solide. Et d'ailleurs, j'aime entendre ce que tu me dis, là, c'est que le mouvement coopératif comme tel, sur les observations, c'est que ça dure plus longtemps qu'une entreprise dite régulière ou standard. Là. Oui, parce que les gens s'investissent dedans, s'y donnent de façon en groupe avec plusieurs plus. Fait que tu as un effet d'entraînement aussi. Là. Oui, tout à fait. Dis-moi, là, tu parlais de Desjardins, mais y a-t-il d'autres modèles coopératifs qu'on peut donner en exemple au Québec, puis que les gens, ça ne lui vient pas nécessairement à l'esprit, mais des coopératives qui fonctionnent bien, puis qui rayonnent dans l'économie québécoise? Bien, on pense Promutuel, ça fait quand même 175 ans qu'ils sont en business. C'est quand même pas rien. On pense souvent aux coopératives agricoles aussi, Solio, qui à l'époque s'appelait la Coop fédérée, qui ont passé le cap des 100 ans. Citadelle au niveau agricole, AgroPure. Il y a des nouvelles coopératives aussi, des entreprises coopératives. Baseline à Québec, qui est en intelligence artificielle. Okay. Ça peut pas être... C'est pas juste du domaine de l'agriculture. Non, c'est ça. Ça peut être très novateur. Il y a une coopérative d'électriciens aussi à Québec. Il y a une entreprise, je pourrais en parler plus tard, une entreprise... En fait, ceux qui font les effigies du bonhomme carnaval, c'est une coopérative. Promo Plastique. Même aux États-Unis, il y a plein de coopératives aussi. Les Packers de Green Bay sont détenus par une coopérative de consommateurs. Là. Quand tu m'as partagé ça l'autre jour, j'ai failli tomber en bas de ma chaise. Ah oui? Je pensais pas qu'un club sportif
de grande envergure comme ça pouvait être une coopérative? Ben, c'est la beauté du modèle entrepreneurial coopératif. Il y en a même une en Espagne aussi au niveau du soccer, là, une équipe internationale. Là, le nom m'échappe, il faut m'excuser. Ouais. Ocean Spray, les Canneberges, c'est une coopérative qui a presque pas 100 ans, mais bientôt, là, ils doivent approcher les 80. Je veux dire, il y en a plusieurs là, qui... T'as-tu une histoire à nous raconter, à nous partager depuis que tu es en poste où tu as eu à collaborer, à travailler sur un projet de coopérative qui peut être récent, puis dans lequel on a eu une forme de réussite, de succès ou qui est en voie de prendre forme? Là? Bien, il y a plusieurs coopératives. Alors, je pourrais en parler, mais c'est sûr qu'on est en train de travailler avec ces coopératives-là, donc je veux pas... en fait, je peux pas mettre ça public non plus. Mais il y a des coopératives comme Vallée-Bras-du-Nord, on travaille avec eux autres. La librairie Pantoute, qui est une coopérative de travailleurs actionnaires. Une coopérative de santé à Sainte-Croix-de-Lobinière aussi, qui est une reprise collective d'une clinique de santé privée. Il y a plein moi, j'appelle ça des petits success stories qui font que ces entreprises-là peuvent continuer dans leur milieu, justement, à donner des services ou des produits qui n'auraient peut-être pas lieu s'ils ne seraient pas là, quoi, avec juste un individu comme tel. Donc, il y a du mouvement qui existe actuellement, puis c'est pas appelé à diminuer. Non, vraiment, je crois pas. Là. C'est sûr que nous, en plus, on est supporté par le MEI. Fait que, bon, on est justement entre deux moments d'appui là, qui vont être... en tout cas, on souhaite que ça soit renouvelé. Oui. On a bon espoir. Mais ça signifie aussi que, justement, le gouvernement veut continuer à appuyer les coopératives. Là. Je dis qu'on est appuyé par la MEI, mais en même temps, on charge aussi des frais. Là. C'est pas juste... c'est pas 100% c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Là. On n'est pas 100% appuyé par le MEI. Là, on charge quand même. Dans le contexte, puis tu as touché tantôt, là, dans le contexte économique actuel, avec le climat géopolitique aussi, là, bien entendu, là, comment les principes coopératifs peuvent faire une différence au niveau des entreprises québécoises puis des repreneurs d'entreprises aussi? Là. Comment ça peut faire une différence? Parce que, tu sais, on parle beaucoup de résilience économique, de résilience d'affaires aussi, mais ce mouvement coopératif-là, là, comment il peut contribuer à faire une différence? Parce que ce que je cherche à mettre en valeur à l'intérieur des rencontres avec toi et avec d'autres personnes, c'est comment faire pour sortir tout de suite, arrêter de mettre le projecteur du côté de nos voisins du Sud, se regarder soi-même, puis trouver des voies de sortie, des issues, des solutions durables. Okay? Puis je pense que le mouvement coopératif, là, c'en est une. Bien, l'aspect durable, l'aspect périn est très présent. Pour différentes raisons, parce que justement, les actifs d'une coopérative, si la coop vient qu'à fermer parce qu'ils ne font plus d'activité, peu importe la raison, ben, ce n'est pas les membres qui repartent avec, je ne sais pas, mettons, ils ont 1 million en actifs, ils repartent avec. Non, c'est redistribué à d'autres coopératives. Il y a des lois là-dessus qui font que c'est le principe même de la coopération aussi. Puis tout l'aspect des ristournes, bon, les gens connaissent les ristournes de Desjardins, c'est des surplus en fait, c'est des profits ni plus ni moins qui sont redistribués aux membres, quoi. Fait que c'est correct, c'est même sain qu'une entreprise coopérative, comme une entreprise privée, dégage des profits, dégage des surplus, des bénéfices, mais justement, ça ne va pas juste à une personne, c'est redistribué d'une façon... particulière. Là, Desjardins, c'en est une, mais en général, c'est toujours distribué d'une façon équivalente là, aux membres, là, dépendamment de des activités qu'ils font à l'intérieur de la coopérative. Quoi. OK. Et selon toi, quel type de leadership est nécessaire pour faire émerger de la synergie à l'intérieur d'une coopérative? Bien, une coopérative, il y a un conseil d'administration, il y a les membres qui élisent un conseil d'administration. Puis, plus souvent qu'autrement, il y a une direction générale ou une gérance, quoi, quelqu'un qui gère les opérations. Quoi. C'est très important. Ça prend toujours un certain équilibre entre, justement, le conseil d'administration, le président, la présidente et la direction générale. Si un est plus fort que l'autre, à un moment donné, ça dérape. Puis ça, je l'ai vu même en Afrique. Les structures c'est les mêmes. Là. C'est vraiment
C'est le fondement même humain des coopératives. Fait que ça prend un rapport de force qui soit quand même équivalent. La présidente, le président du conseil d'administration a ses actions à faire avec le chapeau qu'elle porte. Mais en même temps, la direction aussi doit assumer ses responsabilités. Fait qu'il faut vraiment que le rapport soit correct, quoi. Oui. Je ne dis pas le mot équivalent, mais qu'il y ait un équilibre. Qu'il y ait un équilibre, quoi. Qu'il y ait un équilibre. Dis-moi... Je pense que c'est la même chose au niveau du privé aussi, là. Oui. Un conseil d'administration dans le privé versus le CEO, ben, si un est trop fort, ben, à un moment donné, ça peut déraper aussi, je pense. Puis tu vois, ça m'amène à parler de la gouvernance. Donc, tu sais, est-ce qu'il y a une similitude à faire dans la gouvernance au niveau d'une coopérative avec une entreprise qui est privée, propriétaire unique ou, 2, 3 propriétaires, non? Mais comment ça se passe au niveau du leadership puis de la gouvernance dans le modèle coopératif? Ben, en général, en fait, quand tu posais la question, il venait à l'exemple ce qui se passe chez nos voisins du Sud, là, où, disons, la gouvernance semble un peu... gouvernance étatique, là. semble un peu déraper, si je peux me prendre ce mot-là. Peut-être un peu trop fort, mais en tout cas. Mais, tu sais, ça prend toujours le terme me vient pas des balises, mais des garde-fous, quoi. Des garde-fous. Puis en gouvernance, c'est, comme je dis, bienvenue sur la planète Terre, c'est des humains, fait que tant qu'il y a des humains, il y aura de l'hommerie ou de la femmerie. Aussi. Un ne vient pas sans l'autre. Tout à fait. Et puis, ça prend des garde-fous parce que c'est comme ça. Fait que ça prend des rapports de force qui puissent contrebalancer ceux des autres, quoi. Fait qu'au niveau coopératif, c'est pareil. Le fait aussi que ce soit au niveau des assemblées générales annuelles, un membre, un vote, ben, ça vient apporter justement ce rapport-là, que c'est pas la personne qui a plus d'actions qui dit, ben moi, j'ai 49% des actions ou 50,1%, puis c'est moi qui décide au final, puis c'est moi qui mets mon point sur la table, c'est comme ça. Tandis qu'au niveau coopératif, ben, au final, c'est un membre, un vote. Puis c'est ça qui fait que, ultimement, ça peut apporter une certaine pérennité parce que la direction qui est donnée à la gouvernance vient de tout le groupe, quoi, démocratiquement parlant. Oui. Dis-moi, avec le parcours, je reviens sur ton parcours. Là, donc, on a parlé de l'international, on a parlé de solidarité à l'international, mais de solidarité au niveau des coopératives ici. Donc, dans ton parcours, OK, qu'est-ce qui t'a inspiré dans tout ce parcours-là à l'international que tu es en mesure à ton tour de ramener dans tes rencontres, OK, puis d'exercer ton rôle de coach ou de mentor à l'intérieur des rencontres, puis à l'intérieur des dossiers dans lesquels tu viens œuvrer? Ce qui me vient à l'esprit pour répondre à ta question, tu sais, quand on a un peu la fibre entrepreneuriale, on a beaucoup de will, on a beaucoup de volonté, puis à un moment donné, on avance, puis on abat des murs. Ça prend beaucoup d'énergie, ça prend, on s'en glorifie un peu aussi à quelque part. Mais pour répondre à la question, ce que j'ai appris, c'est justement, c'est peut-être plus l'expérience au fil du temps aussi, là, sans que ce soit nécessairement l'international. Mais c'est le fait de moins en moins prendre les choses personnellement, quoi, de se mettre au-dessus de la mêlée. Ouais. Ce qui fait que, justement, ça fait moins mal. Puis deux, au final, on s'en dégage, puis on est mieux en mesure de voir justement sous une autre perspective les situations, puis d'y contribuer positivement au final, quoi. J'aime ton expression de hauteur parce que j'entends souvent les gens dire prendre du recul. Mm-hmm. Puis prendre du recul, tu sais, si je me retrouve dans un troupeau de moutons, puis je prends du recul, tout ce que je vois, c'est des derrières de moutons. Ouais. Peut-être parce que j'ai pris souvent l'avion, fait que moi, c'est en hauteur. Quand on prend de la hauteur, ben, ce que j'aime et je me plais à dire, c'est qu'on a une vision 360. Mm-hmm. Donc, on ne fait pas juste voir ce qui est en avant, mais on voit tout le tour, tout notre environnement, puis ça nous permet de faire des choix plus judicieux. Exactement. À mes yeux. Tout à fait, oui. C'est bon. J'aime ton exemple. Donc, quelle place donnes-tu à l'alignement personnel et professionnel dans ton leadership à toi, dans le rôle que tu occupes là, actuellement à la CRDQ? C'est une valeur qui est assez profonde pour moi. C'est le respect, ultimement. Je trouve que c'est la valeur, je dirais, ultime, là. Ultime. Parce que, ultimement, si tu essaies
ben, tu essaies, ou en tout cas, t'en es conscient de respecter la personne en avant de toi, ben, il y a plein de choses qui tombent, quoi. Fait qu'ultimement, en tout cas, pour répondre à ta question, je dirais, c'est ça, c'est d'avoir une vision respectable des gens avec lesquels on travaille pour justement... mais en même temps, c'est pas, tu sais, respecter, c'est pas de se faire manger non plus à laine sur le dos, ça n'a rien à voir. Parce qu'il faut se respecter aussi soi-même d'abord et avant tout. Fait que c'est l'interaction entre ça, quoi. Okay. Puis au fil du temps, je dirais, c'est un peu ce que j'ai appris autant à l'international que ici, là. Tu touches un point excellent. D'ailleurs, chez moi, le respect est ma valeur la plus importante. Donc, on a un point commun. I drink to that. On va se prendre un petit scotch on the rock. Mais le respect, c'est très important. Puis, tu as touché un point qui est très, très, très important. Le respect, ça commence d'abord par soi-même, la relation de soi à soi. Ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas. Mm. Donc, si j'accepte que les gens me traitent mal, me parlent mal, OK, c'est peut-être qu'à l'intérieur de moi, je me parle mal, puis j'accepte mal la personne que je suis. Donc, l'acceptation, le respect, c'est des points là, qui sont très importants. Très, très, très importants. Ouais, je pense que c'est fondamental. C'est la base. Puis c'est la base de toute relation aussi. Là. Tout à fait. Quand on voit les déséquilibres, les désordres mondiaux actuellement, il manque de respect. Ben oui. C'est assez clair. Oui, c'est assez clair. Maintenant, mais écoute, je reviens au modèle coopératif puis ton rôle aussi. Donc, tu sais, on est en business pour faire des affaires. On est en business, tu disais tantôt, ben écoute, l'argent, c'est pas le moteur optimal. Il faut faire de l'argent. Tu sais, on est en affaires pour faire de l'argent. Mais bon, on peut parler de respect, on peut parler de relations, de rendre service, OK, de vendre des produits qui sont pas utiles ou qui rendent pas service, qui font pas évoluer, ben, tu sais, c'est un peu so-so, là. Mm-hmm. Donc, mais comment on fait dans une posture de croissance, de développement, OK, pour respecter, on vient de parler de valeur, de respecter une valeur globale et coopérative dans un modèle de développement, là. Y a-tu des points en particulier sur lesquels on doit s'appuyer, s'accrocher pour dire, mais écoute, oui, c'est important une performance économique, mais au-delà de tout ça, il y a un respect, puis il y a des éléments qu'on doit considérer là, pour pas avoir un développement qui vient saccager, mais un développement qui est durable aussi. Écoute, pour répondre à ta question, puis là, j'embarque dans quelque chose qui est, je pense, très culturel à nous ici, là. Ça a souvent été que faire de l'argent, c'est mal vu ou ça va à l'encontre de certaines valeurs qu'on a historiques peut-être. Ouais. Ou si on en fait, c'est parce qu'on cheat, on vole ou on fait des trucs... c'est pas blanc. C'est ça, c'est pas blanc. Même quand j'avais ma petite entreprise, je me souviens, les membres de la famille m'encourageaient aussi, puis ils voyaient bien que oui, je faisais un profit sur ce que je faisais, mais le fait de faire un profit, c'était pas bien vu. C'était pas dit directement, mais indirectement, je le sentais. Ouais. Mais en même temps, si on peut se payer des routes et de l'électricité avec je dis les routes, là, c'est le classique, là, ouais. Ou avec des services, ou que des gens moins fortunés, la famille peut aller accoucher gratuitement à l'hôpital, mais c'est parce qu'on a dégagé des profits quelque part, puis il y a des gens qui ont des gens et des entreprises qui ont payé des impôts, des taxes, puis que toute la société en profite. Fait qu'ultimement, puis socialement, c'est ça les bénéfices de tout ça, quoi. Puis au niveau coopératif, ben, c'est comme si on reproduit ça à petite échelle, que ces bénéfices-là peuvent être distribués aux membres, quoi. C'est ce qui me vient à l'esprit. C'est bon. Puis écoute, je reviens encore sur le mouvement coopératif. Là. Quels sont, tu sais, le mouvement coopératif, là, on a parlé d'histoire, okay, d'histoire à succès. Mm-hmm. On a mis des mythes de côté, là, okay, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent se dire. Mais qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qu'on doit connaître du mouvement coopératif ici au Québec? Quelles sont les bases puis les fondements, les critères sur lesquels on doit se poser pour dire, ben écoute, je suis en face d'une solution d'acquisition d'entreprise. Je peux me partir tout seul ou je peux me partir une coopérative avec d'autres personnes, mais sur quel point, sur quels critères doit reposer ma réflexion pour en arriver à dire, mais c'est le mouvement coopératif que je dois choisir? Bien, il y a 7 principes qui sont les principes inhérents à la coopération, là, qui sont reconnus mondialement par, faut m'excuser, l'Association des coopératives, l'acronyme m'échappe, là.
Au niveau international. Au niveau international. Alors, l'adhésion volontaire est ouverte à tous, numéro 1. Numéro 2, le pouvoir démocratique exercé par les membres. Ça, je pourrais en reparler aussi. La participation économique des membres, il faut quand même mettre des billes, comme on dit. Ensuite, l'autonomie et l'indépendance. Les coopératives ont ce pouvoir-là. L'éducation, la formation coopérative, l'information. Ensuite, la coopération entre les coopératives. On essaie aussi de s'entraider. Pas que c'est un mouvement, mais c'est j'aime pas le terme mouvement, là, ça fait un peu sectaire, là, mais je veux dire, c'est une forme organisationnelle qui est particulière, quoi. Et puis, l'engagement envers la communauté. Alors, si, mettons, il y a des surplus, ben, ils peuvent être distribués à la communauté. L'adhésion volontaire, le premier, c'est justement, c'est volontaire. On ne va pas te tirer un bras embarqué. On ne va pas t'imposer. Si la personne veut partir, elle reprend ses parts sociales. Et puis, c'est un peu comme à Desjardins. Tu veux sortir de Desjardins, mais ils te redonnent ton, je pense que c'est 10 là, ta part sociale. Le pouvoir démocratique par les membres. Alors, c'est un membre, un vote. C'est ce qui est le plus souvent connu et reconnu de monsieur, madame, tout le monde. Autrement dit, dans les assemblées générales annuelles, c'est comme un conseil d'administration. On lit les points à l'ordre du jour, c'est voté. Mais c'est pas celui ou celle qui a 51% qui tranche. C'est démocratique. C'est démocratique. La participation économique des membres, faut que les membres mettent des sous au niveau de façon équivalente, quoi. Ouais. C'est la part sociale. Alors, et il y a les parts privilégiées. Comme ça, c'est autre chose. Là, je pourrais en reparler, là, mais c'est souvent avec mes collègues là, qu'on rentre un peu plus profondément à ce niveau-là. Et puis, l'éducation et la formation. Les coopératives, un peu comme dans les entreprises privées aussi, il peut y avoir des moments de formation aussi, autant pour les membres que le conseil d'administration. Et puis, la coopération avec les coopératives. Il y a justement au niveau international Socodévi qui fait de la coopération internationale qui est détenue par d'autres coopératives. Alors, c'est une façon pour les coopératives membres de faire du développement international. Okay. C'est un bel exemple. Et j'ai été directeur de projet pour eux autres sous quelques mandats aussi. Et puis, l'engagement envers la communauté, un peu comme Desjardins, je ne sais pas, ils vont remettre X milliers de dollars à telle organisation annuellement ou dans leur communauté. Donc, la contribution, encore une fois, là, des bénéfices, des surplus qui servent à enrichir la collectivité. Exactement. C'est bon. Écoute, ça tire à sa fin, puis je ne peux pas passer sous silence 2-3 questions qui me brûlent la langue. Bon, qu'est-ce que... Attends, je vais prendre une pause. Ça t'arrive-tu de vivre de la pression dans ce que tu fais actuellement, puis peut-être par le passé aussi? Écoute, comme je me répète, là, mais bon, t'as tout un parcours, t'es allé dans plusieurs pays, t'as des communautés, des collectivités, des mœurs différents, mais ça t'arrive-tu de vivre de la pression? Puis, tu sais, les gens qui nous écoutent, hein, les gestionnaires, propriétaires d'entreprises, les entrepreneurs, tu sais, ils en vivent la pression, là. Mais toi, ça t'arrive-tu? Puis si oui, comment tu gères ça? Comme n'importe quel professionnel, oui, on en a de la pression. Je pense que c'est plus avec le temps, on apprend à mieux la gérer, à canaliser les priorités et puis à bien s'entourer aussi. Bon, présentement, je pense que c'est d'ailleurs une des premières fois depuis fort longtemps là, que je n'ai pas d'équipe à diriger à la CDRQ. C'est pas mon rôle. Je suis plus au niveau avec les coopératives directement avec la clientèle. Mais justement, c'est de bien s'entourer aussi. Comme dirigeant, on n'a pas toutes les compétences, puis il y a certaines compétences qu'il faut aller chercher avec des collègues. C'est l'art de bien s'entourer. Ouais. Puis je me remémore souvent ce que Napoléon disait à Sainte-Hélène quand il était dans sa prison, entre guillemets, que la pire erreur qu'il avait faite, c'était de s'entourer de gens comme lui. Je pense que c'est très révélateur aussi de ce qui se passe aussi. Tu jettes un coup d'œil à quelque part, toi, là. C'est ça. Mais en même temps, c'est d'être capable de se faire challenger aussi comme dirigeant. Parce que justement, si tu t'entoures des gens qui te complètent, c'est sûr qu'à quelque part, ils
il risque de t'apporter des choses. Puis des fois, ça peut te challenger, mais c'est correct aussi. C'est là qu'on avance, à mon avis. Puis c'est là qu'on est capable d'aller chercher le meilleur des équipes et des gens qui travaillent avec toi, quoi. Là, tu parles de savoir s'entourer, développer des compétences. On a parlé à plusieurs reprises de compétences de leadership. Là. Mm-hmm. Mais quelles seraient les 3-4 principales compétences que tu identifies chez toi comme étant des forces? Bien, d'abord, je dirais le respect. Je reviens encore avec le respect. Pour moi, c'est vraiment la base de la base. Ensuite, l'humilité. Comme je disais, il faut être capable de rester groundé, les deux pieds sur terre. Ça permet aussi de voir les opportunités. Puis la reconnaissance de tes collègues. Ça peut paraître un peu basique, là, c'est du renforcement positif, mais en même temps, même de toute façon, on aime tout ça avoir une tape sur l'épaule, fait que c'est bien d'en donner aussi, quoi. Tout à fait, puis l'être humain a besoin de reconnaissance. Ouais. Il y a des gens qui en ont besoin plus que d'autres, là. L'être humain a besoin de reconnaissance, ça fait partie de son modus operandi. Tout à fait. Donc, c'est important. Bien, merci. Dis-moi, face aux nouvelles générations, aux futures générations de leaders, là, y a-tu une leçon, y a-tu un apprentissage dans ton parcours là, qui est vaste, là, que tu pourrais livrer aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent, là, okay, pour donner, par exemple, une forme de témoignage ou une forme de direction là, qu'on pourrait envisager de considérer de prendre? Ça va peut-être paraître cliché, là, mais c'est de s'écouter en dedans, d'écouter, je vais dire son cœur, c'est le mot, mais d'écouter sa voix intérieure. Puis j'ai eu tellement d'exemples qu'à un moment donné, tu sais, c'est comme un petit peu dans les bandes dessinées quand on était jeune. Tu sais, des fois, il y en avait un qui avait comme un petit ange, puis un petit diable, puis l'autre, il parlait. Là. Puis ça m'est arrivé d'écouter, bon, je dis le petit diable, c'est un peu cliché, là, c'est encore là, c'est historique, on a nos racines. Mais, tu sais, d'avoir cette capacité-là d'écouter à l'intérieur, parce que c'est souvent le meilleur chemin, quoi. Puis sinon, tu prends un autre chemin, puis à un moment donné, il y a des affaires qui vont te rebondir en pleine face, quoi. Des murs qui vont émerger. Très, très bon conseil. Souvent, je parle des 3 cerveaux chez l'humain. Mm-hmm. Donc, au niveau de la boîte crânienne, c'est beaucoup au niveau de la logique, du raisonnement. Bon, c'est pragmatique, c'est structuré. Au niveau de notre abdomen, on va parler des émotions. Donc, souvent, quand on sent une émotion, on sent une rougeur. Là, mm-hmm. La rougeur là, qui arrive dans le visage, on sent une émotion positive ou négative. Là, ça part de l'abdomen, puis ça monte. Là. Des fois, on va sentir une pression au niveau de la cage thoracique. Là. Et ce que tu parles, mais tu as tout à fait raison, c'est l'intuition, c'est au niveau du cœur. L'intuition, oui. C'est l'intuition, c'est au niveau du cœur. Donc, d'écouter son intuition. Et à l'occasion, je dis souvent à des gens, mais écoute, tu es en train de faire une embauche. Je dis, je suis pas sûr de devoir embaucher cette personne-là. OK? Puis finalement, pas longtemps après, tu dis, j'aurais dû écouter ma petite voix intérieure. Donc, mais effectivement, en affaires, c'est important de pouvoir s'écouter, prendre le temps de s'écouter et de prendre le temps. Souvent, on va trop vite. On va vite, on veut avancer, on veut progresser, puis on prend pas le temps de prendre le temps, puis ça nous joue des tours. Tout à fait. Si tu pouvais écrire une seule phrase à transmettre à ceux qui, tout comme toi, écrire ou décrire, là, une seule phrase, pour les personnes qui, tout comme toi, ont cet aspect-là humaniste à l'intérieur de soi, mais en même temps d'aller dans le développement, dans la contribution, là, tu dirais quoi? Ça serait archi cliché ce que je dirais, là, mais ultimement, ça m'a toujours de rêver. Là. Ça peut peut-être même paraître con. Mais vas-y. La vie est belle, tout simplement. Faut foncer. Je vois pas d'autre chose. La vie est belle. Un peu comme le film, là, de... Oui. La vie est belle, fonçons. Puis tout au long de notre entretien, parce que là, ça se termine ici, mais tout au long de notre entretien, tu as parlé d'opportunité. Le mot opportunité est venu à plusieurs reprises. OK? Et pour moi, l'opportunité va arriver quand, tout d'abord, nous sommes soi-même une opportunité. Donc, moi, ça a été une opportunité pour moi de te rencontrer aujourd'hui.
Donc, j'espère que vous êtes comme moi, que vous avez beaucoup apprécié la rencontre, l'entretien, les partages avec Charles et que vous serez retiré des petites pépites de notre discussion, de nos échanges et que ça pourra vous être utile et vous servir. Et pourquoi pas de cogner à la porte de CRDQ. Y a-t-il une adresse courriel ou un numéro de téléphone où on peut te rejoindre? Oui, à la CDRQ, c'est le site web, c'est www.cdrq.coop. Et puis, c'est charles.pouliot@cdrq.coop, ou le courriel. Excellent. Donc, vous êtes intrigué, vous voulez en savoir plus, je vous invite à communiquer avec Charles ou quelqu'un de l'équipe, là, parce que vous pouvez être dans d'autres régions du Québec, parce que là, ici, on parle de la région de Chaudière-Appalaches-Québec. C'est ça, que la capitale nationale et Chaudière-Appalaches, c'est la région que je couvre, mais on est 7 directions régionales avec les équipes de conseillers, on a une équipe juridique aussi pour toute la province. Là. Donc, Charles Pouliot, un immense merci. Puis si tu as un dernier mot pour nos auditeurs, je te laisse le soin de clore cet épisode de Ceci n'est pas du coaching. Un grand merci, François, pour cette opportunité-là. C'est un plaisir. Et puis, c'est ça, la vie est belle, il faut foncer. Puis, il y a plein d'opportunités à venir. Excellent. Merci à tout le monde et à très bientôt pour un prochain épisode de notre podcast Ceci n'est pas du coaching. Au revoir.